Et on se retrouve pour les dessous des cartes pour mieux comprendre l'actualité en RDC, en Afrique et dans le monde. Il n'y a pas meilleur rendez-vous, meilleur lieu que ce programme avec l'un des grands éditorialistes et analystes politiques congolais, la personne de Jean-Marie Kassamba qui est là avec moi. Bonjour et bienvenue à vous, Jean-Marie Kassamba. Merci. Alors, il y a plein de choses dont on va parler aujourd'hui. Grosso modo, concernant la situation en RDC, j'aimerais que vous dites un mot sur la mesure qui fait beaucoup de débats maintenant, que pourrait mettre en place le gouvernement de Kinshasa, la mesure de circulation alternée avec les plaques d'immatriculation pair et impair. Alors, quand vous avez vu cela et les déferlements qui a suivi sur les réseaux sociaux, les commentaires négatifs, vous vous êtes dit quoi? Et surtout que vous avez habité à Paris. J'ai lu ce matin que ça existe sous d'autres cieux, notamment à Paris, quand la pollution de l'air est vraiment très remarquable. Vous dites que Daniel Bumba a mal réfléchi, comme disent les autres? Non, je pense qu'il faut d'abord expliquer comment ça marche, l'aménagement du territoire et la gestion des flux en matière de circulation. N'importe quel pays, n'importe quelle ville, n'importe quelle agglomération fonctionne sur base de 3 critères. Premier critère, la population qui habite. Deuxième critère, l'aménagement de la voirie, c'est-à-dire les routes de circulation, d'évacuation. Troisièmement, la gestion du parc automobile. Vous n'allez pas dans n'importe quel pays lorsque la population est importante et vous trouvez qu'il y a moins de routes, moins d'avenues, moins de voies de communication. Ça pose problème. Vous n'allez pas dans des agglomérations où il y a plus de population, moins de routes, et vous trouvez qu'il n'y a pas d'embouteillage, qu'il n'y a pas d'asphyxie. Lagos, New York, Johannesburg, Moscou, Rio de Janeiro. Oui, Moscou. Et donc, Kinshasa a été aménagé par le Belge pour abriter quelques centaines, d'abord quelques milliers, ensuite quelques centaines, et puis quelques centaines de milliers de gens. Et il y avait des routes d'évacuation vers ce qu'on appelle la cité, et il y avait des quartiers, Kalina où habitaient les Belges, puis les communes périphériques. Dans les années après les indépendances, ça fonctionnait plus ou moins, il y avait tout ce qu'il fallait ici à Kinshasa, y compris même de train dans la ville. Les années 60 jusqu'en années 70, ça fonctionnait. Les années 70 jusqu'en 1980, avec le démantèlement de tout ce qu'il y avait comme société des transports, parce que mal géré. Moi, en quittant Kinshasa, dans les années 80, il y avait ici une compagnie qu'on appelait Sotraz, avec la coopération française. Wow. Oui. Cette société a été démantelée en moins de 2 ans. Sotraz. Par le régime Mobutu. Et quand on est arrivé en 90, il n'y avait plus rien. Parce que Mobutu était complètement défenestré, ou plutôt désarticulé par les Américains via les 13 parlementaires, via l'opposition d'alors. Il avait laissé faire donc? Non, il n'avait pas laissé faire, il avait mal géré. Mal géré. Ensuite, les gens avec lesquels il avait mal géré ont commencé à les combattre, à tout détruire. On a même brûlé ici à Kinshasa des bus, Sotraz. Et c'est la Bérésina, les années 90. Il n'y avait plus rien. Quand vous regardez la configuration de la ville de Kinshasa aujourd'hui, elle est copie conforme de ce que les Kinois ont vécu en 1992
93, 94. Revoyez ces images, ça ressemble exactement à ce que les Aïrois ont vécu à cette époque-là. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait plus d'État, plus de routes, plus d'aménagement, plus de moyens de transport, plus. On a commencé à rafistoler le peu qu'il y avait dans les années 2000. Et quand nous sommes arrivés en 2012, 13, 14, Kinshasa retrouvait des couleurs. Vous arrivez aussi, Jean-Marie Kassamba, avec Joseph Kabila. Oui. Vous lancez des grands travaux de reconstruction de routes. C'était, à Kinshasa, par exemple, c'était dans cette logique aussi, notamment. Bien évidemment, parce que Kinshasa avait déjà presque 10 millions d'habitants. Oui. 10 millions d'habitants, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, les avenues, les grandes avenues laissées par les Belges, principales. Boulevard Lumumba, qui allait jusqu'à l'aéroport, mais qui traverse beaucoup d'agglomérations. Il y avait 4 voies, donc 2 voies. Terre-plein central avec des arbres, etc. Boulevard du 30 juin, qui quitte la gare centrale vers Kitambo. La même chose. Boulevard du 24 novembre, qu'on appelle aujourd'hui Libération. Petite avenue, laissée par les Belges. Qu'est-ce que Joseph Kabila a fait? Il a élargi ces avenues. Boulevard du 30 juin est passé de 4 voies à 8 voies. Idem pour Lumumba. Idem pour Mondiba, jusqu'à Kitambo. Idem pour Libération. Les gens n'ont pas compris c'était quoi cet objectif. L'objectif était d'abord de faire respirer les avenues principales et de commencer à réhabiliter au fur et à mesure bypass, poids lourds, université. Et au même moment, Matata Ponyo a instauré la politique de renouvellement de la compagnie des transports, Transco. Avant, il y avait les Kimalumalu, les 207. Une compagnie privée Esprit de Vie, c'est-à-dire qu'on donnait des crédits aux particuliers qui devaient maintenant renouveler ces minibus et on décourageait l'importation des véhicules de ce qu'on appelle les occasions d'Europe. C'est pour ça que vous avez vu l'apparition des ketch. Ce sont des petites voitures neuves qui venaient d'Asie en passant par Dubaï, et ce qui venait de Chine, etc. De nouvelles voitures. Donc c'était des vraies politiques publiques en vue de désengorger les voies. Je vous ai expliqué pas des choses faites à la va-vite. Non, je vous ai expliqué les 3 critères. Ouais. C'est d'abord une ville qui est immense, il faut respirer, faire respirer la ville. Deuxièmement, il faut une compagnie de transport avec de nouveaux véhicules. 3, il faut décourager l'asphyxie de la ville par des épaves. Parce que dans les années 80, 90, il y avait des épaves à Kinshasa ici. Des taxis, vous montez à l'intérieur, vous pouvez voir la chaussée. On est revenu là. Et donc, tout ce que je viens de vous dire a été démantelé. Transco démantelé, Esprit de Vie, ça n'existe plus. Les avenues qui étaient ouvertes se sont dégradées entre-temps. Parce que vous savez que Mobutu, quand il est parti, il a laissé le boulevard Lumumba en bon état. Jusqu'à l'aéroport. Quand le boulevard Lumumba a été élargi, c'est encore avec une couche, etc., propre encore. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes à l'aéroport d'Indjili pour venir au centre-ville, c'est la croix et la bannière. Sur des pans entiers de boulevard Lumumba, il y a des gros trous et ça asphyxie complètement les trajets. Et les sauts de moutons qui ont été ajoutés ont encore ajouté un plus
d'embouteillage et ça a causé ce que ça a causé aujourd'hui. Et donc, maintenant, à côté de ça, aucune mesure, on va dire, alternative de réparation ne peut corriger les embouteillages. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas de route de desserte, d'évacuation, de déviation. Les seules routes principales qui existent sont déjà en mauvais état. Il y a trop de véhicules en mauvais état et qui asphyxient en même temps la chaussée. Et les gens n'ont qu'une seule voie d'évacuation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'incivisme dans ce qu'on appelle le code de conduite ou des codes code routier, code de la route. Personne ne respecte le code de la route, en commençant par les officiers eux-mêmes. Personne. Le code de la route. Si un Congolais constate que l'officier, ou plutôt le responsable, le dirigeant, qui est censé donner l'exemple, lui-même roule en sens inverse, lui-même roule avec 15 voitures dans sa suite, parfois ces véhicules, ils sont en train de partir, lui n'est pas dedans. Ils vont au restaurant, ces véhicules vont chez sa mère, même pendant la nuit, même les dimanches, quand il va à la ferme, là-bas, en dehors de la ville. Et vous demandez maintenant au Kidam de respecter les codes de la route, lorsque vous voyez que vous, celui qui est censé, vous êtes ministre, ça veut dire que vous êtes au service. Vous roulez à l'envers, et si quelqu'un n'a pas la possibilité même d'évacuer, on le tape dessus, ça n'a pas fonctionné. Justement. Donc, c'est à raison que je peux dire que cette mesure n'a pas été bien réfléchie. Non, rien n'est réfléchi. Pourquoi ce n'est pas réfléchi? Parce que, je vous ai parlé que la ville est asphyxiée, n'a plus de route. Il aurait fallu commencer par réhabiliter d'une manière rapide. C'est faisable. Ce qu'on a appelé ici politique des sans trou, là, je sais pas quoi. Zéro trou. Zéro trou, ben, ça n'a jamais été d'une efficacité même de 10 minutes ou de 5 minutes. Il faut faire ce qu'on appelle une grande politique de réhabilitation des grandes artères. J'ai dit bien réhabilitation des grandes artères. Si vous allez à Luanda, il y a pleine ville, il y a deux ou trois autoroutes comme ça en pleine ville de Luanda. Si vous allez même à Pékin, vous allez voir, il y a des autoroutes en pleine ville. Vous allez à Paris, parce que vous parlez de Paris, et puis il y a ce qu'on appelle les voies rapides, le long de la Seine, périphérique intérieur, périphérique extérieur, le boulevard des Maréchaux, et vous avez des avenues à l'intérieur de Paris, intramuros. Idem pour New York. Même quand vous allez à Brazzaville ici, vous avez ce qu'on appelle la corniche, c'est-à-dire boulevard qui longe le fleuve, jusqu'à Kintele là-bas. Mais nous, le long du fleuve, on construit. Et on bouche même le fleuve. Vous savez que Kinshasa ne peut pas connaître des problèmes d'asphyxie. Pourquoi? Parce que nous sommes bordés par un fleuve qui peut servir à la fois de voie de navigation, mais aussi d'une voie circulaire qui peut absorber le flux et qui peut contourner toutes les communes, comme les rocades, vous voyez, les rocades qu'on est en train de faire. On peut voir une rocade fluviale maintenant. Oui, rocade fluviale. Ça, vous partez de la Gombe jusqu'à l'aéroport. Et vous contournez de l'autre côté, c'est relié. Ce plan existe. Mon jeune frère Boba Misso, qui est aujourd'hui ministre des Transports, connaît ce plan, il l'a. Et donc, ce qui est en train d'être fait, tantôt on dit voilà, on fait l'essence unique le matin, l'essence unique l'après-midi. Tantôt les plaques d'immatriculation, c'est du rafistolage. Bon, les plaques d'immatriculation, vous allez faire ça comment? D'abord, il y a beaucoup de fausses plaques. Beaucoup. 2, il y a trop de véhicules.
trop de motos, trop de tricyclistes là. Vous savez, les motos à trois roues. Il y en a trop, plein, partout. Et ensuite, je vous ai parlé des officiels. Vous avez vu un seul individu, ministre soit-il, il va vous déplacer 12 voitures pour aller au bureau, pour revenir chez lui à la maison. 12. Bon, il y en a qui en a minimum 6. Pour quel résultat? Est-ce que nous, Congolais, nous avons la culture des attentats? Non. À ma connaissance, je ne connais pas dans notre pays un attentat contre un officiel. Parce que ce n'est pas notre culture. Il y a même des conseillers qui ont des escortes. Un conseiller est censé être anonyme, technicien que personne ne connaît. C'est vrai. Il n'y a pas de djihadistes non, mais par quand même. définition, Ouais. c'est ça un conseiller. Un directeur de cabinet, on ne doit pas le connaître. Un commandant, un chef de sécurité, on ne doit pas le connaître. Nous sommes un seul pays où, quand on nomme quelqu'un patron de la sécurité, tout le monde connaît ses véhicules. Mais comment vous allez vous cacher pour faire des choses dans l'ombre, etc. Donc il faut que d'abord nos mentalités changent. Il faut ensuite qu'on donne l'exemple. Et après, il faut qu'on puisse aménager. Nous, du Chest, nous avons tout un cours donné par le professeur Kayembe sur aménagement du territoire. Kabassele plutôt. Aménagement du territoire. Il vous explique le plan de Kinshasa, comment les Belges ont fait ceci. Et c'était pour quelle raison? Les gens n'ont jamais compris que Kalina, donc Gombe, était excentré vers le fleuve. C'est pour permettre aux Blancs de fuir en cas de problème. Mais il y avait aussi des camps militaires qui bornaient toutes les avenues qui donnaient à Gombe. C'est pour, en cas de révolte au niveau de la cité, ces gens-là sont stoppés par la première barrière ou la première ceinture des camps militaires. Et que les soirs, il n'y avait personne au centre-ville. Et puis, aujourd'hui, il faut décentraliser l'administration, comme en Égypte, comme à Lagos, comme à Abidjan, comme en Afrique du Sud. Pourquoi? On doit garder au niveau du centre-ville toute l'administration, tous les ministères, tous les services dont les gens ont besoin, tous les supermarchés. Donc, parmi les solutions qui participeraient justement à la fluidification de la voie à Kinshasa, décentraliser. Mais décentraliser, donner par exemple l'état civil aux communes, mais faites des malls, qu'en Afrique du Sud, des centres commerciaux. Pas forcément ici à Gombe, mais forcément. Ailleurs aussi également. Alors, on va prendre notre deuxième sujet concernant le consultation Donc, toutes les mesurettes qu'on prend, on prendra, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Pour des raisons essentiellement pratiques. Ouais. Au contraire, ça va créer de frustration. Vous allez identifier comment père impair. Il y a des gens qui ne savent même pas conduire. Il y a des gens qui n'ont que ça comme voiture. Ils ont des enfants, ils doivent aller travailler, c'est loin, il n'y a pas de train, il n'y a pas de transport en commun. Comment ils vont faire? Non. Et quand ils vont voir que quelqu'un est impair parce qu'il est membre d'un parti politique ou il est membre de la sécurité, voilà. Lui, il passe. Puis c'est ces policiers qui chassent même sa garde, hein, qui tabassent même les policiers qui contrôlent. Eh, monsieur, quitte là-bas, le patron doit passer. Alors, ça va marcher. Soyons réalistes. Un pays, ça fonctionne avec ce qu'on appelle la planification. Quand on dit ministre de plan, ça sert à ça. Plan, planification. Gouverner, c'est prévoir, anticiper. On vient, on présente son programme au niveau de l'Assemblée provinciale ou nationale, on examine point par point les objectifs, les financements, et on vous vote. Vous êtes élu gouverneur, vous allez exécuter ce que vous avez présenté comme plan. Pas SRR. Ça ne fonctionne pas, SRR. Voilà. Je l'annonçais déjà, le deuxième sujet, on va parler des consultations politiques qui ont pris fin il y a plus d'un mois, 2 mois presque maintenant. Est-ce que le gouvernement d'union nationale va-t-il sortir? Sinon, pourquoi? Bon, nous sommes dans ce qu'on peut appeler la pause stratégique.
Le gouvernement ne va pas sortir là maintenant, cette semaine, la semaine prochaine. Non. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Il va servir à quoi? Plutôt qu'à exacerber la situation qui n'est pas sous contrôle à 100%. Et ça va compliquer plus la situation que ça s'arrange. Pour une simple raison. Un gouvernement d'union nationale, on le fait plutôt, ce gouvernement, avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on dit union. Et le président Tshisekedi, lorsqu'il a dit qu'il n'était pas content de l'union sacrée, qu'il va maintenant ouvrir au niveau national, qu'il va demander à son conseiller spécial nouvellement installé de consulter, il espérait qu'il y avait du côté de l'opposition une main tendue, une attente d'ouverture. Mais c'est sans compter avec les gens devant lesquels il parlait, c'est-à-dire l'union sacrée, qui n'était plus dans une perspective de cohésion, d'accompagner le président, parce qu'il y avait déjà des frustrations qui s'étaient déjà installées. Bati déjà mal aimé, rouspété déjà, Kamer est nouvellement arrivé, il voyait qu'on ne lui faisait plus confiance. D'abord son arrivée au niveau de l'Assemblée nationale, c'était rocambolesque, il a échappé à la mort, etc. Donc c'était compliqué. Il restait qui? Mbosso. Jean-Pierre Bemba venait d'être chassé du ministère de la Défense, aussi frustré, donc il sentait que maintenant on ne me fait plus confiance. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a mis Mbata pour maintenant ouvrir l'union sacrée avec des gens, 40 personnes, personne ne pouvait plus avoir maintenant ce qu'on appelle la cohésion au sein de cette famille-là. Mais les consultations pouvaient aller dans le sens de faire appel aux vrais opposants. On ne les a pas dénichés, c'est ça? On ne les a pas dénichés, pourquoi? Parce qu'au niveau sécuritaire, la situation s'est précipitée avec la montée de ceux qui étaient là-bas. Ils ont contrôlé Bukavu, Nord Kivu, Bukavu, Sud Kivu, Goma, Nord Kivu, et puis les tentacules vers Walikale, tout ça. Donc, ça commençait à faire peur. Donc, d'un côté, il fallait endiguer tout ça, c'est que Félix Tshisekedi a fait bien, c'est-à-dire qu'il a renforcé en Katibini, vers Kisangani, un peu vers Ouvira, et sur le plan diplomatique, il s'est rapproché des Américains, certains lobbies, pour essayer de diminuer la pression de Paul Kagame et de facto sur Nanga, etc. Ça a un tout petit peu mis la pause avec l'intervention du Qatar, qui est en réalité le maître à penser ou le financier principal de Kagame. Un petit statu quo s'est installé. Mais là où il fallait activer ce qu'on appelle la haute politique, l'entourage du président a fait de la résistance. C'est-à-dire que les gens de l'Union sacrée, le conseiller du président, qui ont vu que le seul gagnant dans cette affaire serait Félix Tshisekedi. S'il sort d'en haut, il va travailler comme Kabila début 2010, 2015, jusqu'en 2016 avec les gens qui viennent d'ailleurs, qui vont grignoter les pouvoirs autour de Tshisekedi. Ça va diminuer l'influence. Et ils vont perdre. Non, pas diminuer, ils vont perdre. Wow. Complètement. Ils vont perdre quoi? Le contrôle des finances, le contrôle de décisions qu'ils prennent. Il dit, oh non, on ne peut pas laisser comme ça. Ils ont sabordé, pour ne pas dire, phagocyté ce que Eberande a fait. Ils l'ont discrédité auprès du président. Non, c'est pas très important. De toute façon, il n'a pas réussi grand monde. On doit plutôt aller du côté de l'Union africaine, aller du côté international. En réalité, c'est eux qui voulaient et qui veulent garder les contrôles de la machine. C'est pour ça que certains faucons ont enclenché maintenant la stigmatisation des gens qui pouvaient s'approcher de Tshisekedi, les vrais opposants. Principalement Joseph Kabila. Matata Mpogno, on a activé Bukanga Lonzo.
On a activé les Franck Diongo. On a activé... pourquoi? C'est parce qu'ils ne veulent pas que Félix Tshisekedi se libère de ce carcan. C'est pour ça que vous avez vu même certains de ses proches ont commencé à lui faire du chantage. Ah non, je vais sortir telle vérité, je vais sortir ceci. Ça, c'est pour faire chantage à Félix Tshisekedi. Il est un peu pris au piège, là. Oui, c'est-à-dire qu'ils lui font ces chantages. Vous n'avez pas vu que beaucoup même commençaient à mobiliser pour les jeunes. Oh non, non, je vais mobiliser les jeunes pour qu'ils intègrent l'armée. Tout ça, c'est parce que Thierry va voir, celui-là, il m'aime beaucoup, parce qu'il va mobiliser les jeunes pour moi, pour renforcer la sécurité, donc pour me sauver. En réalité, ce n'est pas ça du tout. Parce qu'en fait, qui est le plus grand perdant? C'est Tshisekedi, seul. Comme Mobutu à son temps, il a perdu seul, il a fui Kinshasa seul, avec ses enfants. Qui a été le plus grand perdant après Senko? C'est Joseph Kabila. Mais lui, il a eu l'ingéniosité, la stratégie de se rapprocher de l'opposant numéro 1 et de passer le flambeau pour pérenniser la chose, et avec une loi qui gère la suite, c'est-à-dire des anciens présidents, et ça allait partir très bien comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on insulte? On n'insulte aucun conseiller, on n'insulte aucun membre de l'Union sacrée, on insulte qui? Félix Tshisekedi, sa propre famille biologique. Et donc, la pause actuelle, Félix Tshisekedi n'est pas maître du temps. Parce que plus le temps passe, plus les choses risquent de se compliquer encore davantage. Il faut plutôt qu'il prenne ce qu'on appelle la sanction stratégique. Qu'il s'extirpe des gens qui l'entourent. Parce que le pouvoir est solitaire souvent. Il faut s'extirper, il faut prendre du recul. La plupart des gens, vous voyez, des chefs d'État, ils ont toujours leur coin de sécurité, d'isolement. Parce que le pouvoir phagocyte. Mobutu allait souvent sur son bateau, allait souvent en Bado, et mieux encore à Kawele. JKK allait tout le temps à Kingakati. Et vous voyez que dans chaque province, il avait toujours des résidences en dehors de la ville. Mais Félix, c'est pour avoir les idées claires. Oui, c'est-à-dire qu'il faut sortir. Ouais. Il faut sortir du carcan du pouvoir. Parce que vous allez, un chef a toujours des visiteurs, même la nuit. Ce sont ces visiteurs-là qui polluent le pouvoir, qui vous isolent, qui vous emprisonnent. Quand vous prenez du recul, vous allez analyser les choses avec une certaine sérénité. Deuxième stratégie, il faut que Félix Tshisekedi multiplie les axes d'information, des connexions en interne, tout comme à l'international. Il ne faut pas qu'il soit là pour être informé par ses conseillers officiels, ou plutôt les gens qui sont dans son entourage. Avec des BI, avec parfois des discussions. Non, 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 non. Il faut qu'il ait des numéros de téléphone de personnalité. Opposition, majorité, lui-même, Nuitama. Bon, bonjour, comment ça va? Il les reçoit la nuit, il les reçoit pendant que ses conseillers ne sont même pas au courant. Les chèques là que vous voyez dans la rue. Ouais. Mobutu avait des contacts des étudiants au niveau du campus. Les artistes et musiciens comme les Franco. Oui. Moi, j'ai eu le numéro de téléphone du maréchal Mobutu. C'est lui-même qui va écrire ça sur un bout de papier à Foch. On finit l'interview, on va du côté de son bureau là. Il était en chemise comme ça. Il prend un papier, stylo vert, je me rappelle encore, il écrit un numéro de téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Il dit, voilà, tu peux m'appeler à ce numéro. Parce que lui, on téléphonait toujours pour lui. C'est comme Sassou Nguesso, il n'a pas de portable. Donc, téléphone fixe, et il parle avec toi. Au Telex, à l'époque, il y avait le Telex. Le pouvoir, c'est ça.
Et donc aujourd'hui, la pause que vous êtes en train de remarquer, c'est une guerre entre l'entourage qui ne veut pas perdre le contrôle des manettes, l'Union africaine qui est dans l'offensive du dialogue avec Obasanjo, avec tous ces chefs d'État, etc., qui sont impatients que ça commence. Même les Américains, ils sont aussi dans l'attentisme de l'initiative qui a été proposée, et parce qu'ils exigent un certain nombre de choses, hein, les Américains. C'est une grosse machine, et ils travaillent avec une administration, avec des procédures, etc. C'est long, hein, les Américains, c'est pas du tic au tac. Donc ils sont aussi dans l'attentisme. C'est pour ça qu'il y a ces statu quo. Vous dites que l'entourage du chef de l'État qui ne veut pas perdre son influence... Tous les entourages sont comme ça. Oui. Mais il faut c'est au chef de prendre la hauteur. C'est lui qui est à la base de cette pause stratégique, entre autres. Mais entre-temps, il scelle le sort de potentiels opposants qui pourraient composer avec le chef d'État comme Matata Ponyo et l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Mais on est à la veille de quelque chose de grave peut-être, qui pourrait marquer un tournant énorme dans l'histoire même de notre démocratie, la levée des immunités de Joseph Kabila, protégée par une loi créée expressément pour que l'alternance au pouvoir soit effective, pour ne pas donner de la crainte à un chef d'État. Écoutez, qu'est-ce qu'on doit redouter justement si jamais il parvenait à lever cela? Il faut savoir que Ebérandé ou Amesso, les autres, moi je suis journaliste, il y a des sources, leur principale préoccupation était d'amorcer un contact direct entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Préoccupation majeure, c'était ça. Mais c'est sans compter de la diabolisation de ceux qui sont autour du président. Ken Wadon m'avait dit à son temps, lorsqu'en 1997, Mobutu tombe, moi je l'ai croisé à Bruxelles, il m'a dit, Mobutu, sa faiblesse, c'était la raison du dernier visiteur. C'est-à-dire qu'il peut recevoir 10 personnes durant la journée, mais le dernier qui le visite, ce qu'il va lui dire, c'est ça qu'il va considérer comme la vérité. Et tous les chefs, ils ont cette faiblesse-là. Parce que, je vous ai dit que toute cette procédure que vous voyez, les immunités parlementaires, Boukanga, Lonzo, les partis politiques qu'on doit dissoudre, etc. C'est pour juste monter les enchères ou ça pourrait avoir des conséquences? Non, il y a beaucoup de conséquences qui peuvent advenir à ça, parce que nous sommes dans des sociétés, comment dire, fragiles. Quand on fait une analyse stratégique, les justifications de cette nature conduisent toujours soit à une déflagration, soit ça va pousser les gens à se retrouver et on va lever toutes les mesures, on dit voilà, allez, on met pause à tout ça, loi de réconciliation nationale. Ça s'est vu où quand Tchombe est venu à Kinshasa, il avait fait la sécession là-bas, les Kalonji, pause, ils ont fait un gouvernement ici. Ça s'est vu à Sun City, pause, 1+4 ici à Kinshasa. Ça s'est vu en 2012-13. Ça s'est vu en 2018, lorsque, 2016, lorsque Bruno Tshibala, ou plutôt Sami Badibanga arrive, et Bruno Tshibala arrive, Balater, ça nous a conduit à la Senko, à l'alternance. Et donc, tout ceci complique la vie de la seule personne qui est élue au suffrage universel direct, c'est Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a les textes, ce qu'on appelle la Constitution. Il est le garant de la Constitution. Et quand les gens vont lui reprocher des choses, ils vont dire, mais vous étiez le garant de la Constitution. C'était à vous de prendre des mesures par rapport à la Constitution. Nous étions que des collaborateurs, des conseillers, tout ça. Et d'ailleurs, ils vont dire, allons, de toute façon, il n'écoutait pas. Ça a déjà commencé, hein, avec un des ministres qui disait que, voilà, tout ça. Donc ça a déjà commencé. Avec l'ancien gouverneur, ça a déjà commencé. Donc, demain, ça sera plus que ça. C'est pour ça que, s'il y avait un conseil à donner à ceux qui aiment le président, à ceux qui veulent, effectivement, qui jouent son rôle, son rôle plein de chef d'État garant du bon fonctionnement et surtout de l'unité nationale, on doit tempérer tout ça. Il doit amorcer en douce les contacts
avec des vrais contradicteurs, des vrais opposants. Je vous informe que même Laurent Désiré Kabila, Honoré Ngwanda me l'a dit à son temps, a envoyé des émissaires à Laurent Désiré Kabila. À ces temps-là, gardez les contacts avec Laurent Désiré Kabila. Dans les années 80-90, depuis la Tanzanie, depuis partout où il était, Mobutu. Et donc, Étienne Tshisekedi, il pouvait se chamailler avec Mobutu la journée, le soir, il avait des visiteurs qui venaient de Badolité, il y avait des visiteurs qui venaient de Mongaliema, etc. Joseph Kabila était en contact, directement ou indirectement, avec l'IDPS, avec les gens du MLC, avec, jusqu'à son départ. Or, autour du président aujourd'hui, il manque ce qu'on appelle les émissaires de la nuit, du soir. C'est lui qui pouvait jouer ce rôle d'une manière magistrale. On l'appelait Fantomas. François Béa. Ouais. Grand sorcier. Il aurait réussi les consultations à la place Eberron, pensez-vous? Il aurait réussi d'une manière extraordinaire. Il aurait appliqué. Je ne dis pas qu'Eberron a échoué. Eberron a réussi une partie en interne. Mais il a eu des bâtons dans le roue pour s'ouvrir. On lui a dit non, il ne faut pas voir là-bas. Il fréquente ceux qui tuent les Congolais, l'AFC. Non. Mais en réalité, le dialogue ou les consultations, c'était avec ces gens-là. Il fallait envoyer des émissaires en Belgique, voir les Diongo, les Jean-Claude Vouemba, les Sessanga, les Lubaya, recevoir Matata. Et puis officiellement, peut-être, voir les menus frétins, là, les Ndaka, là, de Kinshasa et tout ça. Mais on n'a pas poussé la réflexion plus loin. D'où la pause. J'ai comme l'impression, Jean-Marie Kassama, si vous voulez bien, que les dynamiques en RDC suivent un peu les dynamiques internationales. Oui. Quand l'Ukraine a proposé aux États-Unis le deal contre mine, contre sécurité, nous l'avons fait. Mais aujourd'hui, Donald Trump a annoncé que le Vatican est prêt à accueillir les négociations directes entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est un signe pour la RDC aussi de reconsidérer le pacte social? Je vous suis souvent dans Club 50. À chaque des annonces, vous demandez au pouvoir en place, au chef de l'État, de dialoguer. Vous dites dialoguer avec tout le monde. On va dialoguer comment? Quand je le dis, c'est à juste titre. Je vous explique. C'est quoi l'Église catholique? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'Église catholique, c'est le premier pilier sécuritaire, informationnel, diplomatique du monde. Je dis bien, premier pilier. Depuis des siècles, l'Église catholique a joué et joue un rôle majeur dans la marche du monde. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale surtout. La chute du mur de Berlin, d'ailleurs, l'élection de Jean-Paul II, les Polonais, c'était pour qu'ils travaillent, les Polonais, pour la chute du communisme. Et Jean-Paul II a travaillé avec Lech Walesa, un grand syndicaliste minier en Pologne, parce que la Pologne, c'était les piliers directs du communisme. Quand Jean-Paul II dit « n'ayez pas peur », c'est qu'il était dans une dynamique pour faire tomber le communisme. Et vous avez vu que tous les papes qui viennent derrière sont des papes stratégiques. Un Américain comme par magie. Non, j'ai dit ce sont les papes stratégiques. Après Jean-Paul II, on a mis un Allemand. Après un Allemand, on a mis un Argentin. Maintenant, après l'Argentin, on met l'Américain. Un Américain n'a jamais... L'Amérique, c'est l'église protestante. Voilà. Mais l'Amérique, qui a toujours pris l'église catholique comme ça, maintenant c'est l'Amérique qui gère la diplomatie secrète mondiale.
Mais vous, chez vous, ici, vous êtes en contradiction avec Rome. Oh. On n'a pas compris comment marche le monde. Même Macron a perdu face aux Américains pour imposer le pape français. Oui, parce que l'option, c'était pour que le pape soit français. Macron a perdu. Et donc, la diplomatie mondiale, la géopolitique mondiale, c'est que, il faut être en intelligence avec l'Église catholique. Et l'Église catholique qui était toujours en contradiction avec l'Église protestante, ils se sont mis maintenant avec les protestants. C'est-à-dire que tout ce qui est américain, britannique, plus les catholiques, ensemble. En face, il y a quoi? Les bisamizam là que nous avons ici, vos pasteurs qui prêchent. Les églises évangéliques, voilà, comme ça qu'on les appelle. Les Oui, églises de réveil. c'est sympathique, mais ils ne gèrent pas les opinions. Ils ne sont pas structurés en service des renseignements. Ils ne peuvent pas donner les mots d'ordre comme les catholiques. Est-ce que vous savez que les élections ici au Congo depuis 1980, ce sont les églises, enfin l'église catholique, qui est à la base de la gestion du processus. À l'ouverture des conférences nationales souveraines, c'est l'église protestante, Kalonji Mutambai, qui a ouvert. Il faut que les gens aient le sens de l'histoire de ce pays. Kalonji Mutambai, église du Christ au Zaïre. Parce que c'est le maréchal Mobutu qui avait contribué, qui avait participé à rassembler tout ça, l'église du Christ au Zaïre. SCC. Mais quelques temps après, Kalonji Mutambai, exfiltré, c'est l'église catholique qui a pris le contrôle. Mosengo. C'est Mosengo qui allait remplacer le maréchal Mobutu pour gérer le pays. Mais Rome a dit non, 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 non. Il faut contrôler les choses en embuscade. Quand Mobutu part, il y avait deux options. Soit c'est Mosengo qui prenait le pouvoir, soit c'est Tshisekedi qui devait prendre le pouvoir. Tshisekedi Etienne, lui, n'était pas dans la perspective d'une prise de pouvoir, un peu d'une manière un peu rocambolesque comme ça. Il a dit non, 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 je laisse mon frère qui est en train de venir, parce que Laurent Désiré Kabila ne fonctionnait qu'avec les gens de l'IDPS. Partout où il passait, il nommait les gens de l'IDPS. Donc, Tshisekedi avait déjà l'information. Le gouvernement, le dernier gouvernement qu'il avait fait, il avait déjà des portefeuilles réservés à Mouzé. Il a dit non, non, mon frère qui va venir, laissez-le venir. Et Laurent Désiré Kabila a protégé Etienne Tshisekedi contre les Rwandais qui voulaient l'exécuter. C'est pour ça qu'il a envoyé à Kabeka Mwanga. Et là, les gens n'avaient pas compris. Il a rétrogradé. Oui. Ouais. Oh non, il avait relégué pour aller faire le chant et tout ça. Bon, ça, c'est le discours. Comme Joseph Kabila qui a protégé Etienne Tshisekedi. C'est à un moment donné, c'est la GL habillée en policier qui gardait Etienne Tshisekedi, etc., etc. Et donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, aujourd'hui, on doit faire une analyse stratégique. Il faut que le président reçoit assez rapidement les catholiques et les protestants qui viennent de faire leur rapport là, qui leur disent voilà, développer cette option de dialogue, mais il faut que je sorte comme les garants. Il ne faut pas me mettre dans le débat, il faut que je sorte comme les garants. Mais identifier les vrais acteurs pour qu'on garde la main. Parce que si on ne garde pas la main, c'est l'Union africaine qui va prendre le relais. C'est Troïka, comme autrefois, qui va prendre le relais. Et le président Tshisekedi sera une partie. Or, aujourd'hui, il peut être au-dessus. Les autres deviennent des composantes. Il ne faut pas qu'il soit une composante. C'est ça à quoi je m'attelle depuis quelque temps à expliquer que le président ne doit pas être une composante. Qu'on commence à dire, où est la composante Félix Tshisekedi et le gouvernement de Kinshasa? Il faut qu'on dise, le président congolais reçoit ses compatriotes pour parler de la paix. Donc il faut oublier ces histoires de juridisme.
Parce que c'est incohérent. C'est incohérent. Je dévance peut-être le temps, Jean-Marie Kassamba, en vous posant cette question. Avec toutes les incertitudes qui sont créées sur l'avenir d'un ancien chef de l'État, pensez-vous que l'actuel, Félix Tshisekedi, sera-t-il prêt à quitter le pouvoir à la fin de son mandat? Mais là, ça va être l'engrenage, pour ne pas dire... on va tirer en longueur une situation improductive. L'essentiel dans la vie, ce n'est pas de rester au pouvoir. L'essentiel, c'est de marquer le temps, de construire des choses qui vont rester le plus longtemps possible. Parce que de 1990, lorsque Mobutu déclara la fin du monopartisme, en 1997, quand il part, 7 ans se sont écoulés. Sur le plan de la reconstruction nationale, il n'a rien fait. Sur le plan du développement national, il n'a rien fait. Il y a eu autant de gouvernements qui se sont succédés, autant de premiers ministres, mais le pays n'a fait que dégénérer. Or, vaut mieux prendre des mesures qui stoppent l'hémorragie, mais qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle stature historique. Je vous donne un exemple simple. Regardez comment Omar Bongo, ou plutôt Ali Bongo. C'est la question que je voulais vous poser, justement. Permettez-moi de la poser. Oui. Est-il des leçons à tirer, justement, de la fin de leur clan et de son exil aujourd'hui en Angola? Il y a une blague, on dit qu'il aurait changé de nom. Il s'appellerait maintenant Ali Nos Bongo, s'il a pris un nom portugais, finalement. Mais on me signale là-bas qu'on oui, je vais reprendre pour dire, moi, je connais très bien la famille Bongo. Ouais. C'est 60 ans de vie gabonaise. 60 ans de vie gabonaise. Ali, bon, les mauvaises langues disent qu'il a été adopté. Mais moi, je pense que c'est le fils de Bongo. Il est né dans le pouvoir. Grandi dans le pouvoir. Mais il est sorti par la petite porte. Pourquoi? Parce qu'en 1990-92, lorsqu'il y a eu la conférence nationale souveraine au Gabon, Omar Bongo n'a pas voulu écouter le père Obassol, n'a pas voulu écouter la classe politique. Il a fait ce qu'on appelle la surenchère. Jusqu'à quand il a eu des problèmes, c'est son fils qui est venu aussi s'imposer. Surenchère. Brimer les opposants. Comme on le voit aujourd'hui avec Ouattara. Comme on l'a vu avec... on l'a vu au Tchad d'ailleurs. Il y a l'opposant qui était... Tshisekedi a permis la réconciliation des opposants. Mais on vient de l'arrêter, l'opposant. C'est qu'en Afrique, il y a une espèce de maladie du pouvoir. Mais cette maladie finit toujours par rendre mauvais service à ceux qui y sont. Et donc, Omar Bongo, voilà, et son fils, moi j'ai connu Ali à Paris à l'époque, jusqu'à ce qu'il soit ministre de la Défense, il était avec son père, etc. On ne fait pas la bonne analyse. C'est ce qu'on appelle le pouvoir. Le pouvoir n'est bon que lorsque le peuple en profite, parce qu'il y a toujours l'après-pouvoir, la génération d'après, les descendants d'après, puissent jouir correctement. Regardez Madame Abiyarimana, on vient de l'innocenter en France. Parce qu'il y avait, on voulait le mettre en examen, etc. On vient de dire il n'y a rien. Mais que des calvaires. Que des calvaires. Et donc, soyons réalistes. Personne n'est éternel. Ce qui est éternel, c'est le pays. Et donc, marquons le temps. Faisons des choses pour que les générations futures se rappellent que X a été à la tête de ce pays. Voici ce qu'il a fait pour le pays. Voici comment il a endigué. Voici comment il a empêché que le pays dégénère, que les populations ne souffrent pas davantage parce qu'il y a beaucoup de souffrances dans les chefs des Congolais, mais qui souffrent en silence. Et ça, c'est dangereux. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, éditorialiste, analyste politique, pour tous ces commentaires et décryptages, en tout cas. On a manqué peut-être de parler du Burkina Faso, peut-être dans le prochain... C'est un autre chapitre. Dans un autre chapitre des dessous des cartes cette semaine, ou pourquoi pas la semaine prochaine. Merci à vous. Je vous en prie. Voilà, c'est donc par ici que va prendre fin cette matinale.